Bonjour, un faire le point insolite ce dimanche, un faire le point exclusivement zaïrois, justifié bien entendu par les événements qui se déroulent là-bas depuis quelques jours. Des manifestations dans les grandes villes du pays contre la vie chère essentiellement, des manifestations réprimées durement à Kinshasa et à Matadi notamment, puisqu'on a parlé là-bas de 6 morts, peut-être y en a-t-il plus d'ailleurs. Mais il n'y a pas que les problèmes économiques et sociaux, le Zaïre est en pleine mutation politique également, depuis le 24 avril dernier, c'est-à-dire depuis que le président Mobutu a renoncé officiellement au système du parti unique. Quand je dis renoncer, c'est jusqu'à présent dans les discours, dans les paroles, dans la Constitution, légalement, rien n'a encore changé au Zaïre. Mais depuis lors, c'est l'effervescence démocratique, les journaux se multiplient, ne se privent pas de critiquer le régime, mais aussi tous ceux qui en ont profité. Et puis, il y a une incroyable prolifération de partis politiques. On en compte près d'une centaine actuellement. C'est bien normal. Chacun veut tenter sa chance après 25 années d'un régime politique plutôt maigre, un régime de parti unique. C'est bien normal, mais ça ne facilite pas le travail des commentateurs et des observateurs. C'est pourquoi, pour essayer précisément d'y voir un peu plus clair dans cette nébuleuse zaïroise, c'est pourquoi nous avons invité à cette table deux personnalités zaïroises, deux hommes qui font beaucoup parler d'eux depuis une bonne dizaine d'années, pour des raisons d'ailleurs différentes. À ma gauche, Monsieur Ngouza Karlibonde. Monsieur Ngouza est un homme du sérail, il a été Premier ministre du président Mobutu, il a été 3 fois ministre des Affaires étrangères, et oui, 3 fois, il a connu la disgrâce, il a même été condamné à mort après la première guerre du Chaba. Au début des années 80, M. Ngouza a pris le chemin de l'exil et de l'opposition avant de rentrer au pays, se remettre une nouvelle fois au service de son gouvernement. Une carrière à rebondissement, donc, un itinéraire en zigzag qui en a décontenancé plus d'un. Aujourd'hui, M. Ngouza, vous êtes à la tête d'un parti, l'UFERI, l'Union des fédéralistes et républicains indépendants, un parti tout neuf qui doit donc encore faire ses preuves. M. Étienne Tshisekedi, ou à Mulumba, lui est un des dirigeants peut-être le plus célèbre d'un parti qui appartient déjà à l'histoire du Zaïre. Je veux parler de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, fondée en 1982 dans la clandestinité par ceux qu'on a appelés les 13. La création de ce parti, évidemment, a été ressentie comme un défi intolérable par le président Mobutu. Les 13 ont vécu des années difficiles. Monsieur Tshisekedi, vous avez connu la prison, le bannissement, mais il faut savoir aussi que vous n'avez pas été qu'un opposant au président Mobutu. Dans les années 60, vous avez collaboré avec le président Mobutu, vous avez été son ministre de l'Intérieur, de la Justice, ministre du Plan également. Et la première question que je voudrais vous poser nous renvoie précisément à cette époque-là. Je voudrais savoir quand vous avez changé d'opinion et d'attitude à l'égard du président Mobutu. Quand avez-vous pris conscience qu'il n'était plus possible pour vous de collaborer avec lui? Je vous remercie. D'abord, sachez que quand vous dites très bien que j'étais dans le gouvernement de M. Mobutu, ce n'était pas par le choix de M. Mobutu. J'étais député au moment où M. Mobutu venait de faire son coup d'État et il avait donné un semblant de collaborer avec le Parlement qui existait à ce moment-là, dont les membres venaient d'être élus au mois de mai 1965. Et en signe de cette collaboration, il a demandé aux députés, aux sénateurs que nous étions à ce moment-là de désigner par province une personne qui serait dans son gouvernement. C'est ainsi que j'ai fui désigné par mes collègues députés, sénateurs de ma province à ce moment-là, qui s'appelait Sud Kasaï, pour entrer dans le gouvernement de M. Mobutu, où j'ai rempli les fonctions de ministre de l'Intérieur. Tout de suite après, M. Mobutu a supprimé le Parlement, il a interdit le parti politique, il a supprimé les syndicats, etc. Et vous êtes resté ministre? Et je suis resté ministre, et bien sûr, immédiatement, je me suis mis avec d'autres collègues à faire pression sur M. Mobutu pour faire comprendre l'intérêt qu'il y avait à revenir à la vie démocratique normale. Il a fini donc par, comme j'étais ministre de l'Intérieur, il a fini par me charger d'élaborer un projet de constitution à soumettre au référendum populaire. Ce qui avait été fait est que cette constitution fut promulguée le 24 juin 1967. Et je souligne que 1 mois et 4 jours avant, exactement le 20 mai 1967, nous
nous venions, M. Mobutu, moi-même et d'autres amis, de créer le mouvement populaire de la révolution, le MPR. Et l'article 4 de cette constitution consacrait le bipartisme. Ceci, c'est pour souligner que le MPR n'a jamais été créé comme parti unique. La Constitution consacrait dans son article 4 qu'il n'y aurait pas plus de 2 partis en République démocratique du Congo à ce moment-là. C'était vraiment un minimum. Oui, un minimum qui venait de quelque chose. Je vous ai dit que je venais d'être élu député aux élections de 1965. Immédiatement après ces élections, nous, les élus politiques, très librement, sans que la Constitution nous y oblige, nous avons tenu absolument à supprimer tous ces partis à contour ethnique ou tribal. C'est ainsi que nous avons créé la CONACO, la Confédération nationale congolaise, parti qui était majoritaire, présidé par M. Moïse Tshombe. Et nos adversaires, qu'on appelle normalement groupe Mbinza, se sont bien vus obligés de créer aussi, pour faire face à cette réalité politique, de créer aussi un nouveau parti qui était le Front démocratique congolais. Oui, là on entre peut-être dans les détails. Non, ça c'est important pour vous dire qu'à ce moment-là, très librement, les hommes politiques zaïrois avaient fixé eux-mêmes, créé ces 2 partis. Vous étiez tous d'accord pour mettre de l'ordre dans la maison. Exactement. Donc c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, donc cette expérience, bien sûr, M. Mobutu y a mis fin avec son coup d'État, mais c'est comme ça qu'il faut un ministre de l'Intérieur que je devais faire cette constitution, ce projet de constitution. Il fallait absolument recommencer par l'expérience à laquelle notre histoire nous avait amené. Donc c'est pour ça que vous pouvez comprendre pourquoi dans la constitution de 1967, nous nous sommes fixés à pas plus de 2 partis politiques. C'est cela, mais enfin votre collaboration avec le président Mobutu était fondée, j'imagine, sur un minimum de confiance à son égard. Absolument, à ce moment-là, je crois que la collaboration était exacte, parce que je ne pouvais pas, avec mes amis, l'amener à revenir à la vie démocratique normale s'il n'y avait pas de collaboration. Alors qu'est-ce qui a changé à un moment donné? Mais bien sûr, quelque chose devait changer. D'abord, immédiatement après ce projet, il m'a invité de l'Intérieur pour la justice, après la justice le plan, au mois d'août 1969. Alors là, je n'étais pas seul, et tous les amis avec lesquels nous avions du poids autour de lui, il nous a envoyés à l'extérieur comme ambassade. Moi, j'étais à l'ambassade. Moi, j'étais envoyé comme ambassadeur du Zaïre au Maroc. Et au mois de mai 1970, M. Mobutu réunit son congrès et supprime l'article 4 de la Constitution et institutionnalise le MPR, donc à la manière que vous connaissez, un parti dont les membres le sont par naissance. C'est à ce moment-là que vous avez été convaincu qu'on allait vers le régime personnel. C'est à ce moment-là que nous sommes rendus compte des réalités que ce monsieur allait nous amener très loin. Et bien sûr, vous savez, on ne pouvait pas engager la lutte tout de suite. Il était en position de force, on ne pouvait pas, à condition de se faire éliminer physiquement. Il fallait du temps, et le temps, justement, nous avait été donné par la nouvelle réélection. Nous avons été réélus cette fois-ci démocratiquement aussi, parce que après la guerre de Chabat, nous croyons que le président Carter avait fait des pressions sur lui et nous avons eu des élections réellement démocratiques. Une fois élus, nous avons alors tenu cette fois-ci à faire valoir nos prérogatives constitutionnelles et à nous montrer, à engager toutes sortes de contrôles de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. C'est ça, et à partir de là, c'est un peu l'histoire de votre opposition. C'est à ce moment-là d'ailleurs que les thèses dont j'avais parlé tout à l'heure se sont manifestées, oui. Et c'est le départ de notre opposition. J'aimerais maintenant savoir ce que vous pensez de l'itinéraire de M. Ngouza Karliban, qui est quand même très différent du vôtre. Ben, mais moi je crois que M. Ngouza étant là-bas, je préfère que vous le demandiez à lui. Non, mais c'est votre opinion que je voudrais avoir. Non, mon opinion reste mon opinion, mes idées restent mes idées, je ne sais pas le dévoiler ici, je crois que ça n'a rien à faire. Nous sommes ici pour informer l'opinion sur nos itinéraires et nos manières de voir, et non pas pour donner des jugements sur des compatriotes, encore plus qu'ils sont présents. Mais pour vous, monsieur Ngouza est un baron du régime? Ben, je ne vois pas les choses de cette manière-là, monsieur Bastin, je m'excuse beaucoup. Si vous permettez que je vous dise comment moi je vois les choses. Pendant 25 ans, M. Mobutu s'est permis de monopoliser les médias, l'information en Occident. Nous n'avons que très peu l'occasion de le faire. J'ai passé ici en 87, je passe maintenant. Moi, je crois que l'objectif que je vise est particulièrement d'informer le peuple ami, parce que nous avons des raisons de considérer que le peuple belge est un peuple ami.
Nous devons informer le peuple ami pour lui dire comment l'opposition qui a été maintenue longtemps en silence voit les problèmes. Et je crois que c'est plus important. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas me permettre de donner un avis quelconque sur un compatriote, qui qu'il soit présent comme M. Ngrouz ou qu'il soit absent. Je crois que c'est... Mais les problèmes, c'est aussi la division de l'opposition et la multiplicité peut-être des personnalités qui songent à en prendre la tête. Mais maintenant, nous allons nous adresser à M. Boubacar Libon. Vous acceptez l'appellation baron du régime? Je ne sais pas ce que ça veut dire d'abord. Vous savez que j'ai toujours été contre les schémas établis. Et d'abord, qu'est-ce que vous entendez par baron du régime? Vous avez été plus longtemps quand même ministre et proche collaborateur du président Mobutu que dans l'opposition au cours de ces 20 dernières années. Et alors, donc vous entendez le mot baron du régime au péjoratif? Ce que je dois comprendre. J'emploie d'une manière une nouvelle définition que vous lui donnez. Objectivement. Bon, écoutez, je vais vous dire une chose. Le jugement que vous faites sur un homme, s'il est basé sur une période de l'histoire, peut être injuste et erroné. Je pense qu'il a été souligné ici qu'au moment où M. Mobutu est devenu président de la République par un coup d'État, il a trouvé des institutions démocratiques déjà établies. La paix régnait déjà. C'est donc le gouvernement qui l'a précédé. Vous saviez que la rébellion était à 20 km de Kinshasa. Bon, si vous ne dites pas pour longtemps, vous faites allusion à l'approche des rébellions dans le Kivu. Je dis, ça ne faisait pas longtemps qu'il y avait une relative accalmie au Zaïre. C'est exact, vous avez raison. Alors, donc de bonne foi, ceux des parlementaires qui étaient là, puisqu'il a promis de collaborer avec le Parlement, de collaborer avec tout le monde, avec la population, de bonne foi, tout le monde lui a donné son appui. Tout le monde a collaboré avec lui, les jeunes intellectuels, moi j'étais dans la diplomatie, vous le savez, tout le monde lui a donné son appui, de bonne foi. Nous avons pensé qu'on commençait une autre ère et qu'il fallait essayer de contribuer à la grandeur de notre pays. Mais tout le monde a été trompé dans sa bonne foi, vous venez de l'entendre. Et chacun, bien sûr, à sa façon. Et c'est la démarche normale d'un système qui change, d'un homme qui change, et d'un système qui dévie de ses objectifs de départ, et les gens se trouvent tous floués. Et tout le monde a été de bonne foi, je l'ai été aussi, et vous avez fait allusion à mon arrestation, à ma condamnation à mort, etc. Vous y avez fait allusion. Bien sûr, mais il y a quelques mois, enfin au début de cette année, vous étiez encore le ministre. C'est exact. L'unique problème, et je vous remercie de me poser cette question, M. Bastin, d'ailleurs, c'est la question que me posent beaucoup des compatriotes zaïrois, intellectuels comme des militants. C'est difficile. C'est le problème de crédibilité politique après l'exil. Parce que je suis allé en exil de mon fait. Je suis rentré au pays de mon fait. Là, j'ai à me justifier. Mais la première période, vous venez de l'entendre, tout le monde a collaboré de bonne foi. Et tout le monde a été floué, et la bonne foi de tout le monde a été trompée. Donc ce n'est pas de cela que nous discutons. Je suis venu ici donc, parce que dans un mouvement de révolte, comme Premier ministre, ayant constaté ce qui se passait sur le plan économique et financier, et que les éléments même de la gestion d'un gouvernement m'échappaient, c'est-à-dire la Banque centrale, la GECAMIN et la MIBA et toutes autres grandes entreprises de production m'échappaient complètement et dépendaient directement du chef de l'État. Alors, à partir de ce moment-là, mon rôle n'était pas là. J'étais devenu un petit secrétaire, je n'étais pas Premier ministre. Sur le plan politique, cela concordait assez drôlement à l'arrestation des 13 parlementaires. Alors, je cautionnais en quelque sorte sur le plan politique l'arrestation d'hommes politiques qui, dans le Parlement, protestaient contre une situation qui me révoltait moi-même comme Premier ministre. C'est ça, donc il faut que les gens... n'étaient pas là, j'ai quitté.
Il faut que le public comprenne bien ici, effectivement, que vous étiez Premier ministre à l'époque où on a arrêté. Au moment où j'ai démissionné. Donc je n'ai pas démissionné ou je n'ai pas fui le pays parce que j'étais un repris de justice. J'étais Premier ministre, donc au fait, tout simplement, de mes fonctions politiques que j'ai quittées à ce moment-là, librement. Et vous êtes témoin, vous, M. Bastien, de toute la lutte qui a été menée ici jusqu'à 85. Oui, et témoin aussi de votre retour en 85. Exactement. Vous êtes retourné aux Zaïre forcés. C'est ce problème de crédibilité-là. Pourquoi suis-je rentré? En fait, il y a deux questions. Un, pourquoi suis-je rentré? Pourquoi, à mon retour, ai-je de nouveau collaboré? Première question d'abord. Je suis rentré parce que c'est ça la noblesse de la vie politique, ou de la politique tout court. Il faut savoir célébrer ses triomphes, c'est vrai, mais il faut savoir aussi assumer ses échecs. Et là, en rentrant, j'ai pleinement assumé mon échec politique. C'est-à-dire, je suis venu pour combattre un régime. Et j'ai fait une analyse que ce régime-là, qui tenait plus, non pas du soutien populaire, parce qu'il ne l'avait pas, mais du soutien extérieur, parce que basé sur un certain consensus occidental. Donc, le toile de fond, c'est toujours la guerre froide. Je suis allé aux États-Unis. J'ai parlé au Congrès des États-Unis. J'ai été en France, en Belgique. J'ai vu tous les dirigeants occidentaux pour constater qu'en fait de cette réalité géostratégique, il était inutile d'y penser parce que ces gens-là estimaient que M. Mobutu constituait un élément important, un rempart contre le communisme. Alors, étant donné la machine répressive extraordinaire sur place, qui empêchait le peuple de réagir. Donc, je me retrouvais ici comme un général sans troupes, c'est-à-dire, on pouvait, la propagande du régime pouvait vous faire croire à vous, c'est un homme seul, il crie dans le désert, parce qu'ici il n'y a personne qui réagit, alors que les gens aimeraient bien réagir, mais c'est la répression, et vous venez d'en voir l'exemple il y a quelque temps, malgré la démocratie proclamée. Et d'une part donc, général sans troupes, et d'autre part, échec dans le constat du fait que les gens qui sous-tendent l'action sont prêts même à intervenir militairement pour le Alors, vous voyez, après ce constat-là, je suis rentré. Mais fallait-il que vous maintenant c'est la deuxième service de votre gouvernement? C'est la deuxième question. Vous êtes rentré, vous ne vous êtes pas mis au service de l'opposition, vous êtes entré à l'intérieur. Vous savez, il y a un proverbe en Chiluba qui dit ceci. Quand un chat a l'habitude d'aller manger les souris, pour l'empêcher d'aller manger ces souris et prévenir les souris qui sont là, il faut que quelqu'un puisse lui mettre une corde au cou ou à la patte ou un grelot pour prévenir les autres. Et celui qui peut le faire ne peut être que celui qui est proche du chat. En fait, je veux dire quoi? Je veux dire que l'opposition, quand elle est à l'extérieur, est dans un cadre d'un régime dictatorial, c'est une opposition téméraire, courageuse, à laquelle je rends hommage. Mais l'opposition qui est faite à partir de l'intérieur, qui peut vous paraître sournoise, mais ce sont des alliés objectifs qui peuvent aider ceux de l'extérieur à soutenir leur action par des informations ponctuelles. Par exemple, je vous dis que quand le président Mobutu a pris la décision le 24 avril, il y avait en fait, d'après mon analyse, trois origines. D'abord, forcé par le peuple dans ses consultations populaires où on lui a demandé de partir. Deuxièmement, parce que il y a eu l'environnement extérieur qui a changé, la guerre froide à laquelle je faisais allusion. Donc, il était devenu victime de la fin de la guerre froide. Et troisièmement, et c'est important, la pression de ses amis occidentaux. Souvenez-vous, à ce moment-là, où il subissait ces pressions de ses amis occidentaux, quelqu'un était son ministre des Affaires étrangères. Mais vous n'avez joué, vous, personnellement, aucun rôle dans cette décision du 24 avril. Je viens de vous répondre à ma dernière phrase. Souvenez-vous qu'au moment où il subissait les pressions de ses amis extérieurs, quelqu'un était son ministre des Affaires étrangères, après avoir été ambassadeur à Washington. Je n'en dirai pas plus, c'est suffisant. Donc, le dernier visiteur qu'il a reçu avant le 24 octobre fut James Baker.
Donc pour influencer le président Mobutu, vous passiez par vos amis à l'extérieur. Pour avoir été diplomate moi-même, longtemps ministre des Affaires étrangères, je connaissais les réalités du pouvoir pour mieux le combattre. Et M. Tshisekedi, vous ressentez vous aussi le rôle de M. Nguza Karlibon ces dernières années comme celui d'une espèce d'ennemi de l'intérieur? C'est pas comme ça que vous le décriviez, en tout cas ces années-ci. Essentiellement, mon parti et tous les collaborateurs ainsi que ceux qui nous suivent, nous avons combattu acharnement la dictature mobutienne qui a réduit notre peuple là où vous savez qu'il est maintenant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr, chacun a des idées sur ce qui s'est passé. Mais je vous répète que je crois que notre rôle de M. Ngouz, comme de moi-même, et je crois aussi, c'est ce que attend de nous le peuple belge, c'est de savoir particulièrement un peu d'où nous venons de le dire, comment nous voyons la situation actuellement au pays, et qu'est-ce que nous pensons pour en sortir. Et je suis tout à fait prêt à répondre à toutes les questions orientant le débat vers cet objectif-là. Vous êtes d'accord pour reconnaître qu'il y a un problème de crédibilité pour l'opposition? Dans tout ça, c'est toujours un problème de crédibilité. Mais la crédibilité vient justement du fait de l'information donnée et nous, en laissant le peuple juger. C'est là d'où vient la crédibilité. Dans la mesure où nous sommes sur la grande place publique belge ici, nous croyons qu'après avoir donné l'information, toujours en contradiction généralement d'ailleurs avec le matraquage que M. Mobutu et son impère ont fait sur ce plan jusqu'à présent, et on laisse alors le peuple belge juger, et aussi, je crois, de tous ces débats, de contacts que nous avons depuis que nous sommes là, se dégage une confiance en nous, et c'est ça qu'on peut appeler la crédibilité de l'opposition. Mais je ne crois pas que la crédibilité de l'opposition consistera à mettre deux opposants devant l'opinion publique belge pour savoir comment ils s'entreaccusent concernant leur complicité dans le moboutisme. Ça nous avance nulle part, ça. Mais ça c'est négatif. Le peuple zaïrois, au nom duquel nous croyons parler ici, nous demande une chose, nous a demandé une chose. Mais M. Mobutu est un homme qui n'a vécu, qui n'a été appuyé que sur ce que nous appelons la légitimité extérieure. Le peuple n'a jamais adhéré librement au régime de Mobutu. Et nous trouvons ici, nous croyons d'abord sur le plan intérieur qui n'a absolument plus rien à représenter. C'est comme ça que mon parti lui dénie toute légitimité de parler au nom du peuple zaïrois depuis le 24 avril. Mais nous trouvons ici à l'extérieur où il y avait le pilier, le deuxième pilier, la deuxième légitimité qui a soutenu Mobutu jusqu'à présent. Notre rôle, je crois, est d'informer l'opinion publique extérieure pour l'amener, nous le souhaitons sincèrement, à abandonner complètement Mobutu et à permettre à notre peuple de le mettre le plus rapidement possible hors d'état de nuire afin que nous puissions reprendre rapidement la relance de notre économie en main. Moi, je crois que si nous pouvons, vous pouvez orienter le débat à ce côté-là, je suis prêt à donner satisfaction à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Eh bien, on va en parler de suite. Hein. Simplement, je me demande quand même si pour votre crédibilité, pour la crédibilité de l'UDPS, il n'y a pas là un problème. Pendant des années, ces dernières années, vous avez dénoncé M. Nguza Karlibon comme, au fond, une sorte de traître, quelqu'un qui s'est rallié après avoir été dans l'opposition. Maintenant, bon, vous semblez gommer ces propos que vous avez tenus pendant des années. Est-ce que vous ne croyez pas que ça aussi peut nuire à votre crédibilité? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Celui qui trouve que notre crédibilité consiste à accuser les autres, je crois que c'est lui-là qui est en l'air. La crédibilité consiste à dire des choses montrant que nous sommes capables non seulement de chasser Mobutu, mais capables de reprendre la direction du pays en main
pour le bonheur de notre peuple. Je crois que c'est plutôt ça. Ce que vous venez de dire à peu près, bon, moi je le réserverai au peuple zaïrois. C'est dommage que le dictateur continue à monopoliser les médias nationaux, qui sont la radio et la télévision nationale zaïroise, mais nous savons que nous sommes suffisamment en position de force pour l'obliger prochainement à libéraliser nos médias nationaux, et je crois que c'est à ce moment-là qu'au Zaïre, nous pourrons maintenant, entre plusieurs opposants, c'est cela la démocratie, maintenant nous dire ce que nous pensons chacun de l'autre. Ça, c'est pour permettre alors à ce moment-là au peuple zaïrois de décider. Ici, nous sommes venus informer le peuple belge. Et ce n'est pas le peuple belge qui décide du sort du Zaïre ou du sort d'un de nous deux. C'est le peuple zaïrois. Celui-là aura droit à tout ce que vous voulez pour se permettre, pour se faire une idée de chacun de nous et de chacun de nos partis, afin de décider, parce que demain, c'est lui qui sera le souverain. Bien, alors votre leitmotiv, on vient de l'entendre, c'est le président Mobutu doit partir. Est-ce que vous n'envisagez pas un processus plus souple, je dirais, de passage à la démocratie? On l'a vu, par exemple, et on vote aujourd'hui en Pologne, on a vu en Pologne, mis à la tête de l'État le président resté, au fond à la tête de l'État le président Jaruzelski, qui a d'une certaine manière orchestré, ou en tout cas présidé au processus de démocratisation. Une chose comme celle-là n'est pas possible, d'ailleurs. Bon, ben, vous êtes allé trop loin, en considérant des hommes d'État, en voulant les comparer à M. Mobutu, je m'excuse beaucoup. M. Mobutu est juste l'inverse d'homme d'État. Et pendant 25 ans, je crois qu'un homme d'État, un homme politique n'a pas à parler conformément à ses sentiments personnels. Je crois que quand nous exigeons le départ immédiat de M. Mobutu comme préalable à toute formule de démocratisation chez nous, nous croyons être conformes aux aspirations profondes de notre peuple. Cela, nous avons quand même un peuple maintenant qui bouge, c'est à vérifier sur place. Il n'y a pas un seul Zaïrois maintenant qui veut encore que Mobutu soit là. Mobutu doit partir, ça c'est le vœu du peuple zaïrois. Est-ce que vous n'êtes pas trop pressé? Un homme politique honnête n'a pas à chercher de formule à lui, il doit relayer cette volonté du peuple, comme je suis en train de le faire. Est-ce que vous n'êtes pas tous les deux un peu trop pressés? Vous êtes déjà candidat à la présidence du Zaïre. S'il y a des élections, vous vous présenterez, alors qu'on ne sait même pas s'il y aura des élections ni quand elles auront lieu. Vous avez raison, je m'excuse, mon frère va parler, je m'excuse. En ce qui me concerne, vous avez complètement raison. Je n'aurais pas bougé du tout si M. Mobutu, de sa cachette quelque part, parce qu'il vit maintenant en clandestinité, de quelque part, il avait fait une déclaration selon laquelle il serait candidat à sa succession. Et je vous assure, notre peuple, auquel il ne faut pas demander de comprendre toutes ces subtilités juridiques, notre peuple a cru que malgré qu'il a chassé Mobutu, Mobutu sera encore là pour 7 ans à la tête du pays. Et je vous assure, c'était une démoralisation totale. On ne pouvait plus comprendre, on ne pouvait plus consoler personne. Or, notre rôle à nous, d'abord à l'UDPS, est de demander justement le courage à ce peuple, d'abandonner la peur, d'avoir un bon moral pour justement faire des pressions sur la dictature. Il ne fallait pas rester inactif devant cette démoralisation générale de notre peuple. C'est ainsi que je m'étais vu obligé de faire cette déclaration. Mais vous comprendrez bien que ça n'a seulement pas de sens, dans la mesure où, quand M. Mobutu parle d'être successeur, d'être candidat à sa succession, il voyait toujours sa fameuse constitution monopartiste, alors que nous sommes pour une constitution, non seulement nous-mêmes, je crois l'ensemble de notre peuple, sur une constitution pluraliste, qui sera l'œuvre du peuple zaïrois. Et vous avez raison en disant que c'est un peu tôt, parce que nous ne savons pas si cette constitution va privilégier les fonctions du président de la République ou du Premier ministre. Mais vous comprenez dans quel contexte je le fais, il fallait absolument réagir pour que notre peuple comprenne que si Mobutu a toujours été candidat unique, cette fois-ci, il ne sera plus seul, il y en a d'autres, dont moi-même. Donc c'était exactement pour des raisons, des circonstances, qu'il fallait absolument intervenir. Mais vous avez raison, ça n'a absolument aucun sens tant que la nouvelle constitution
l'œuvre du peuple n'est pas là, il est évident que poser des candidatures comme ça, c'est un non-sens. Vous avez raison. Je voulais quand même donner une petite précision. Vous avez dit que le président Mobutu était actuellement dans la clandestinité. Je suppose que c'est une allusion au fait qu'on ne le voit pas souvent à Kinshasa ces derniers temps, mais on sait où il est pour le moment. Il est à Gbadolit et pour le moment, il n'est pas du tout dans la clandestinité. Je voulais savoir, monsieur Ngouza, si vous aussi, vous estimez comme un préalable absolu le départ du président Mobutu. Écoutez, il est évident que lors des consultations populaires, qui est une des raisons, je vous ai dit, une des origines proches de la décision du 24 avril, les consultations populaires ont été claires. On a dénoncé et le régime et l'homme. Donc ça, c'est une consultation populaire, c'est la volonté de la population. Consultation informelle. C'est pas un référendum. Oui, mais enfin, qui l'a organisé? Puisqu'il a dit après qu'il a tenu compte de cela pour faire un discours. Qu'est-ce que vous appelez formel et informel dans un régime de dictature? Je dis que c'était pas un référendum organisé, contrôlé. Puisque la loi c'est lui, l'État c'est lui, etc. Dès qu'il organise la consultation populaire, il n'y a pas plus officiel que ça. Et la réponse qui lui a été donnée est la plus officielle qu'on puisse avoir. Alors, donc, il y a une volonté populaire souhaitant son départ. C'est clair. Alors, mais alors, il s'est mis dans une situation juridique lui-même compliquée. Quand il a fait son discours, il a dit qu'il démissionnait de ses fonctions de président du mouvement populaire de la Révolution. Or, la Constitution dit que le président on est élu président du mouvement populaire de la Révolution et on devient automatiquement, par cette élection, président de la République. Alors, à partir du moment qu'il démissionnait de ses fonctions de président du mouvement populaire de la Révolution, par voie de logique, il démissionnait aussi de ses fonctions de président de la République. Là, il a essayé de se reprendre dans d'autres discours, mais enfin, vous voyez la situation juridique qu'il a créée à ce moment-là. Donc, sur le plan politique et sur le plan juridique, il s'est mis dans une situation hors course, disons, il s'est placé dans une situation d'illégalité ou d'inconstitutionnalité. Bien, je constate que vous faites là pas mal de juridisme. Non, je ne fais pas de juridisme, je vous dis que j'ai fait une analyse politique. C'est la consultation populaire avec ses résultats. J'ai fait une analyse juridique, effectivement, mais en me référant à la Constitution et au discours de M. Mobutu lui-même le 24 avril. Donc je ne fais pas de juridisme, je fais une analyse politico-juridique. C'est différent. Eh oui, mais en attendant, le président est là, il est en place, il y a des manifestations au Zaïre, et moi je constate une chose, et c'est là que je me demande si les préoccupations des Zaïrois sont exactement les mêmes que les vôtres. Dans ces manifestations, quand on y regarde de près, à ma connaissance, enfin on ne voit pas les gens scander, par exemple, votre nom ou celui de M. Tshisekedi, comme ça a pu être le cas dans d'autres situations, dans d'autres pays où les gens manifestaient dans la rue et ils avaient, si vous voulez, une alternative, ils avaient un leader dont ils se réclamaient. Chez vous, c'est pas le cas. Premièrement, vous me l'avez révélé vous-même, vous n'êtes plus rentré au Zaïre depuis 1985. Eh ben, ouf. Deuxièmement, les journalistes belges n'ont plus droit d'avoir un visa. Donc, vous nous connaissez de la situation pour aller au Zaïre, sauf ceux qui ont été interviewés par M. Mobutu. Vous y étiez quand même encore il y a un an. Bon, d'accord. Disons que depuis le 24 avril, vous nous connaissez donc les changements au Zaïre qu'à travers ce qu'on veut bien vous dire, n'est-ce pas? Or, depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de changements. Savez-vous, par exemple, je vais donner les deux exemples de nos deux partis, parce que c'est nous qui sommes ici à cette table, que le 18 août, nous avons voulu organiser un séminaire à Kinshasa, qui a eu des blindés dans la rue pour empêcher les militants de se réunir au parc du Zoo, et que nous avons dû réunir 4000 personnes dans une parcelle. Savez-vous que dernièrement, l'UDPS devait organiser un meeting à la foire, et que les blindés sont allés dans la rue, et qu'il y a eu des victimes? Donc, vous savez que quand vous dites qu'on ne scande pas les noms, que le peuple ne va pas dans la rue, mais il faut aussi tenir compte des réalités du pouvoir actuel, qui a proclamé la démocratie le 24 avril, effectivement, mais qui n'y croit pas, et qui, d'autre part, prend des mesures de répression contre les manifestations pacifiques et contre les partis politiques qui veulent s'organiser.
Et il faut voir le nombre de militants qui ont afflué vers ces réunions et qui ont été victimes d'une machine de répression. Donc quand vous dites il n'y a personne qui scande, mesurez un peu vos termes, M. Bastin. Parce que vous croyez vraiment qu'on est là devant une situation de type révolutionnaire? Mais écoutez, M. Bastin, je vous ai d'abord parlé des consultations populaires qui se sont déroulées malgré le régime de répression. Je vous ai dit aussi que la population, effectivement, n'en veut plus, ni de M. Mobutu et de son pouvoir. Et l'a manifesté, et dernièrement l'a manifesté aussi. Et vous dites que nous n'avons pas l'air de nous préoccuper des préoccupations de la population. Quelles sont les préoccupations de la population? Les préoccupations économico-sociales. Vous pensez qu'on peut résoudre un problème économique et social étant en dehors du pouvoir? C'est le pouvoir qui organise, n'est-ce pas, le tissu économique et social. Et la situation actuelle que nous connaissons, c'est parce que le pouvoir s'est avancé vers un fiasco total. C'est parce que nous nous trouvons devant une situation d'inflation totale, avec une monnaie qui est en train de dévaluer de 2% par jour, avec un salaire minimum de 40 000 zaïrs, un sac de foufou qui coûte 50 000 zaïrs, un sac de riz qui coûte 115 000 zaïrs. Donc, c'est ça, le résultat. Oui. Mais alors, vous dites que la population, est-ce qu'elle vous suit? Ce qui la préoccupe, c'est d'avoir le foufou, c'est d'avoir ceci. Mais qui va organiser ça? C'est un pouvoir qui organise ça. Oui, et l'alternative pour les Zaïrois, c'est quoi actuellement? C'est une centaine de partis qui sont prêts à se disputer le pouvoir demain si ce pouvoir devient vacant, est à prendre. Oui, vous semblez être beaucoup effrayé par ce nombre de partis. Mais vous devez aussi être effrayé par ce qui a provoqué ce pullulement de partis. C'est-à-dire un régime où il n'y avait qu'un individu qui parlait. Moi, je crois que psychologiquement, il faut comprendre que maintenant que la liberté est donnée, comprenez d'abord qu'au premier temps, il y ait cette sorte de défoulement collectif. C'est ce qui est en train d'arriver. Il ne faut pas vous effrayer beaucoup devant ce nombre de partis politiques. Vous sembliez dire à votre conférence de presse, là, il y a 2 jours à Bruxelles, vous sembliez dire que toute une série de ces partis étaient suscités tout à fait artificiellement, qu'ils étaient en fait créés de toutes pièces par le président Mobutu lui-même ou son entourage. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que le parti, c'est normal, le nombre de partis, c'est normal, il faut permettre aux Zaïrois qui ont été muselés pendant longtemps de se défouler. Mais seulement la rumeur a une certitude que parmi ce parti, beaucoup sont financés par M. Mobutu. Je n'ai pas dit que c'est Mobutu qui a tout financé. Je n'ai pas dit tout non plus. Exactement. Donc, Mobutu, parmi ce peuple, une certitude règne dans notre peuple, c'est que beaucoup sont financés. Et tout le problème est de savoir lesquels. Oui. C'est pour cela que, au contraire, ce que je crois être pressé, c'est ceux qui portent déjà le jugement, qui traitent déjà l'opposition, de diviser. Pendant que nous croyons, nous, qu'au contraire, c'est une période propice, permettant à tous les Zaïrois de se rechercher, de savoir où se positionner, etc. Tout à fait normal, après 25 ans de silence forcé. C'est pour ça, au contraire, nous demandons à ceux qui sont trop pressés à porter des jugements sur la soi-disant division de l'opposition, c'est eux qui doivent compter avec le temps. Je crois que si nous avons lutté pour la démocratie pluraliste chez nous, c'est que nous avons cru dans la maturité de notre peuple, qui fera le bon choix demain. Et il ne faut plus qu'on nous traite, il ne faut pas qu'on nous traite comme les Zaïrois de 60, dont tout le monde s'inquiétait de bavures, des erreurs, tout ça, pas du tout. Nous savons ce que nous faisons, nous ne pouvons pas lutter comme des aveugles, nous savons que le peuple zaïrois est maintenant à même de faire le bon choix. Donc, qu'on ne s'effraie pas du nombre de partis, c'est un phénomène tout à fait normal, mais nous sommes certains qu'avec un peu de temps, tout ceci va se passer, n'est-ce pas, au moment où le Zaïrois aura fait son choix. Mais il ne faut pas du tout qu'on parle de division, qu'on semble dire même que la division de l'opposition sert à Mobutu. Non, Mobutu, c'est que c'est le peuple qui compte. Ce n'est pas le nombre de partis qui compte d'ailleurs en politique. C'est ce que ce parti représente. Précisément, quelles sont les forces qui émergent à votre avis?
Non, je préfère dire que nous sommes en gestation. Nous sommes en gestation, le mouvement est en gestation. Moi-même, nous l'avons toujours dit, étant un des fondateurs de mon parti, nous avons constaté, ça ce n'est pas de la publicité ou de la vantardise, nous avons constaté que notre parti occupe le terrain pour la bonne raison que Mobutu lui-même nous a beaucoup aidés. Quand vous avez appris que nous avons lutté pendant 10 ans, ces 10 ans, c'est dans les bannissements, vous l'avez dit vous-même, intérieurs, et partout on nous a envoyé, soi-disant pour nous punir, notre peuple curieux pour la première fois, de savoir qu'il y avait des Zaïrois capables de faire face à Mobutu, venaient nombreux nous entendre et nous en profitions pour installer les comités de notre parti partout. Mais vous ne pouviez pas le savoir parce que c'était en clandestinité et que depuis la soi-disant libéralisation, il faut aller vous rendre aux Zaïre pour voir comment mon parti est recherché par toute la population parce qu'il savait déjà que le message de la liberté venait de l'UDPS, entre autres. Bon, ben, puisque vous parlez de votre parti, parlons-en. Il y a combien de membres maintenant à l'UDPS? Mais je voudrais ajouter une chose, M. Bastien, à ce problème de parti, de ce que vous avez appelé prolifération de partis politiques. Vous semblez dire que c'est un phénomène qui semble être unique aux Zaïre. Alors qu'ici même en Europe, en Espagne par exemple, après le départ de Franco, vous aviez 400 partis politiques. Et qu'il s'est avéré qu'après les premières élections, il n'y a eu que 9 partis qui sont restés. Et après les dernières élections qui ont porté M. González à la présidence du Conseil, il n'est resté strictement que 3 partis politiques en Espagne. En fait, c'est tout à fait normal qu'après une période de monolithisme où les gens ont été muselés, tout à fait normal que les gens se défoulent et que les gens disent ce qu'ils pensent, etc., que les langues se délient et que finalement on laisse le choix démocratique finalement au peuple. C'est à partir du choix du peuple qu'on peut même répondre à votre question qui émerge et qui n'émerge pas. C'est ça, personne n'a dit le contraire de toute façon, mais je vous propose qu'on ouvre ici une petite parenthèse, vous parlez de l'Espagne. Effectivement, on a eu là un exemple de passage d'un régime fort à un régime démocratique et où les partis étaient autorisés, mais c'est pas le même système, c'est pas ça que vous envisagez exactement. Quel est le type de présidence en fait? Je ne parle ni de présidence ni de ce qui sera organisé. Ça m'intéresse ça, parce que... je parle de ce que vous avez appelé la prolifération de partis politiques. Donc vous semblez dire c'est la pagaille. Mais donc vous tombez là dans l'argumentation du régime actuel pour dire, vous voyez, on voulait la démocratie, maintenant c'est l'anarchie, c'est le trop-plein, etc. Et nous répondons pour dire, mais c'est normal. Si pendant 25 ans les gens ont été muselés, et nous ne sommes pas les seuls, puisque même en Europe, parce que nous sommes en Europe, je vous le dis. Oui, vous l'avez déjà dit. Mais c'est parce que je pense au fait qu'en Espagne, effectivement, on a trouvé un système politique, on a restauré la monarchie, comme vous le savez, une monarchie parlementaire, constitutionnelle. Il est évident, enfin il me semble qu'aux Zaïre, on ne peut pas imaginer une chose pareille, mais est-ce que vous êtes pour un système présidentiel fort ou bien pour une fonction plutôt symbolique, justement, de quelqu'un qui incarnerait un peu la nation et qui laisserait gouverner le gouvernement? Mais nous sommes des partis en gestation. Et nous sommes en train de faire des discussions au sein des comités d'études au sein de nos partis pour analyser la situation constitutionnelle, la situation économique du pays, la situation sociale du pays. Et nous avons encore les uns et les autres à convoquer nos congrès pour pouvoir approuver les textes préparés par des commissions. Nous ne pouvons pas mettre comment dire, la charrette la charrue avant les bœufs, oui. Parce que nous allons tomber justement dans le travers du moboutisme. Oui, d'accord, mais donc ça veut dire que vous êtes candidat à une fonction dont vous ne savez pas encore quel sera exactement le contenu. Donc vous n'avez pas idée, même, vous n'avez pas des souhaits. Je peux avoir une idée, mais je ne voudrais pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut que je défende cette idée au congrès de mon parti. Oui, et ce sera quelle idée? Où va votre préférence? Je ne peux pas mettre la charrue devant les bœufs. Écoutez, M. Bastin, je pense que vous voulez nous faire jouer un peu le rôle du moboutisme sans Mobutu. Je peux avoir des idées
très clair dans ma tête. Mais il faut que je soumette ces idées au congrès du parti, et il faut que le congrès du parti en débatte. Bien sûr, je défendrai mes idées. Mais si je me mets maintenant ici à exposer mes idées, mais je gêne forcément les travaux du congrès, auxquels d'ailleurs vous serez invités. Et comme ça, vous verrez le débat démocratique dans au sein de notre parti, et vous verrez à quoi nous allons arriver. Et nous allons proposer ce projet-là dans le cadre de la campagne électorale. Bien, alors j'en viens à ma question de tout à l'heure, M. Tshisekedi. Combien y a-t-il de militants dans votre parti et quelle est son implantation? Il faut distinguer deux choses. Il y a ce que vous appelez le nombre de partis, et il y a ce que je crois aussi être très important, les intentions des Zaïrois à l'égard de mon parti. Mais ce n'est pas ma question. Oui, justement, parce que vous êtes alors, si vous voulez connaître les chiffres, vous êtes parmi les gens auxquels j'ai demandé un peu de patience. Mobutu, que vous connaissez, qui a déclaré le multipartisme, n'est pas encore prêt à laisser la liberté au parti pour qu'il puisse s'organiser dans le sens de nous permettre d'être libres et de compter justement et de savoir quels sont les membres du parti. Nous vous avons toujours dit que pour nous, Mobutu a fait son discours toujours, comme toujours, à l'adresse de l'Occident. Comme toujours, l'Occident s'est montré assez naïf sur ce plan-là à les suivre. Parce qu'il y a toujours quand même une certaine respectabilité qui est liée aux fonctions des chefs de l'État. Mais ce Mobutu a usé de cela à fond pour piéger ces soi-disant amis occidentaux et les induire complètement en erreur. Donc c'est vous dire que pour nous, depuis le 24 avril, sur le terrain, rien n'est changé. Je viens de vous parler des médias qui sont nationaux, qui sont à nous. Il n'est pas question pour le moment que quelqu'un aille s'aventurer là-bas. Donc c'est vous dire que nous croyons qu'on va trop vite à vouloir savoir maintenant, au moment où tout simplement le principe de la du multipartisme est prononcé, et au même moment, les instructions sont données aux barons, si vous voulez, tous les représentants du pouvoir sur l'ensemble du territoire, de tout faire pour continuer les intimidations, le terrorisme d'État, comme nous avons toujours dit, sur lequel le pouvoir de Mobutu était basé, pour qu'en réalité, il n'y ait pas de changement. Donc je crois que ce n'est pas plutôt en termes de dire combien vous avez, mais je vous ai dit que nous savons, nous, de l'UDPS, que le peuple partout recherche le message de l'UDPS, plutôt cherche à traduire en acte le message de notre parti. Bien, donc il faudra encore une patience avant de savoir exactement. Ce n'est pas pour rien, M. Bastien, que nous disons, nous exigeons comme une nécessité absolue le départ de M. Mobutu pour qu'on puisse parler d'une transition quelconque entre ce que lui-même a aboli suite à la volonté du peuple, sa deuxième république et la république suivante. Est-ce qu'il faudra attendre aussi pour savoir quels sont vos appuis à l'étranger? Est-ce que l'UDPS a des relations privilégiées avec l'un ou l'autre parti en Belgique? D'abord, l'UDPS, je dois dire franchement, ne recherche pas des appuis à l'étranger. Nous croyons que cette notion est dépassée d'avoir des appuis à l'étranger. Nous croyons qu'après la colonisation, il y a eu une période de tâtonnement de la part des hommes politiques africains. Là, je me permets d'étendre le phénomène parce qu'il est vraiment non seulement africain dans le pays du tiers-monde, où l'on cherchait justement, parce qu'on ne semblait pas beaucoup compter sur la légitimité intérieure, on recherchait la légitimité extérieure. L'UDPS n'a pas à chercher des appuis à l'extérieur. Nous venons, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, en des termes assez clairs, en disant que nous ne venons pas chercher des appuis, mais nous venons informer ceux qui longtemps ont soutenu Mobutu à l'abandonner parce qu'il ne mérite pas d'être soutenu. Il est juste l'ennemi de notre peuple actuellement. Et je crois que cela nous facilitera la tâche de le faire partir et de laisser à notre peuple le choix, la possibilité de faire son choix. Nous croyons que la génération qui cherchait des appuis à l'extérieur doit seulement être révolue. Maintenant, c'est auprès de nos peuples qu'il faut chercher les appuis, parce que dorénavant, c'est lui
qui va désigner ses dirigeants. Bien, s'il vous plaît, ne répétez pas toujours le même message, on l'a compris, je crois. Ah oui, mais si vous l'avez quand vous dites que bon, vous ne recherchez pas d'appui particulier à l'étranger, c'est pas valable pour tous les partis qui surgissent. Je veux parler à ce moment-là, vous avez posé la question de l'UDPS. Bien sûr, mais les sociaux-chrétiens, il me semble que c'est une notoriété publique, maintenant reçoivent le soutien de formations sociales chrétiennes ou démocrates chrétiennes en Europe. Et pour ce qui vous concerne, pour ce qui concerne votre parti, M. Ngouza Kerlibonde, c'est quand même plutôt vers les libéraux que vous vous tournez quand vous êtes à l'étranger. Écoutez, M. Bastien, je suis, encore une fois, je vous dirais, contre les schémas établis. Il est clair que vous êtes plutôt à droite, je dirais. Je voudrais vous dire une chose. Nous sommes des partis politiques ancrés dans notre pays et nous devons avoir des considérations qui tiennent compte des réalités de notre pays. Nous sommes un parti fédéraliste. Cela concerne les réalités de notre pays. Nous nous appelons les républicains indépendants parce que nous avons sur le plan économique et social un idéal libéral. Cela ne veut pas dire que quand nous venons en Europe, nous ne nous adressons qu'à ceux qui ont l'idéal libéral. Bien sûr, le contact avec ceux-là est plus facile puisque nous avons le même idéal. Mais nous ne vivons pas dans un domaine sectaire, nous ne sommes pas sectaires. Nous rencontrons aussi d'autres dirigeants politiques qui peuvent avoir une influence quelconque dans les décisions du gouvernement ou de l'opinion publique de leur pays. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est recherché? Non seulement c'est le message du soutien à la démocratie au Zaïre pour la rendre irréversible, mais aussi la question que vous avez posée. Qu'est-ce que le peuple attend? Ce redressement économico-social, dans une économie qui est sinistrée actuellement. Mais dans une économie qui est sinistrée, nous n'avons pas d'autre choix que de demander la collaboration, la coopération des institutions financières internationales et des pays qui généralement sont partenaires économiques du Zaïre, ou d'autres qui veulent bien se joindre aussi pour essayer ce pays à sortir de ce sinistre économique que constitue le fiasco économique actuel. Et dans ce cadre-là, les contacts avec tout le monde sont nécessaires pour faire comprendre que nous cherchons à établir un gouvernement qui gouverne et un gouvernement crédible, c'est-à-dire qui est accepté par le peuple et qui respecte sa signature à l'extérieur, de manière à ce que, dans cette période de sinistre, nous puissions avoir l'aide de tout le monde. Bien, plaçons-nous dans la perspective précisément où il y aurait la possibilité justement d'établir un gouvernement provisoire au Zaïre. Monsieur Tshisekedi, vous nous avez dit il y a 2 jours, lors de cette conférence de presse à Bruxelles, qu'il était exclu pour vous que M. Ngouza Kerlibonde participe à un gouvernement provisoire de ce type. Il faut voir dans quel contexte je l'avais dit, que je confirme d'ailleurs. J'ai dit ceci, je viens de le dire tout à l'heure. Il y a un phénomène qui est certain chez nous maintenant, c'est, comme je vous ai dit, tout est en gestation. Depuis que cette rumeur est là, selon laquelle les partis créés après le 25, il y a beaucoup qui sont financés par Mobutu, il y a là un problème de confiance. Pour lequel, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut un peu de temps pour que les gens se fixent en voyant dans les faits comment se comporte ce parti. Mais qui peut dire quels sont les bons et les mauvais? Nous parlons toujours de la population du peuple. Et, or, le problème du gouvernement de transition doit être immédiat. Parce que vous entendez vous-même ce qui se passe au Zaïre. M. Mobutu, d'ailleurs, je ne sais pas, on n'a pas suffisamment souligné. M. Mobutu, depuis qu'il est certain, lui, qu'il doit partir, vous ne pouvez pas imaginer combien il y a de tonnes de cobalt, de zinc, de cuivre, que M. Mobutu part dans des tonneaux spéciaux expédiés directement de Lubumbashi au Kanchachi, chez lui, de Kanchachi à destination inconnue. M. Mobutu est en train, plus qu'avant, de piller systématiquement le pays. Est-ce qu'on peut en revenir à ma question, excusez-moi. Hein, ah oui, mais savoir, la question ne peut si être vous aviez des exclusives pour la formation d'un gouvernement. Je m'excuse. Il faut tout expliquer. Il ne faut pas que je dise des choses comme ça sans définir le contexte sous peine de me faire mal comprendre. Donc je vous dis que le problème du gouvernement, lui, ne doit pas attendre que le peuple se fixe sur le parti. Lui est immédiat. C'est pour ça que nous exigeons
étant conscient de la confiance que le peuple nous fait, c'est-à-dire que le peuple fait à ce parti qui ont emmené le pays à changement, que le gouvernement de transition soit formé justement et dirigé par cela. Donc vous estimez que vous avez une sorte de droit de préemption sur un gouvernement provisoire, un gouvernement... Un droit, bon, nous l'affirmons. J'aimerais quand même recueillir l'avis de M. Ngouza Karliban parce qu'il ne nous reste plus énormément de temps. Mais M. Tshisekedi nous explique qu'au fond l'UDPS a une sorte de droit de préemption sur un gouvernement provisoire. Je pense que vous vous êtes adressé au président Tshisekedi, il vous a répondu. Vous êtes est-ce que vous trouvez normal d'être frappé d'une exclusive? Pardon? Vous trouvez normal d'être frappé d'exclusive? Moi, nous ne faisons pas un débat. Je le rejoins entièrement dans ce qu'il a dit. Il ne faut pas nous tromper de débat et de téléspectateurs. N'est-ce pas? Le débat ici est un débat d'information au peuple ami, à un peuple ami, à des téléspectateurs qui représentent un peuple ami, mais nous ne sommes pas en campagne électorale. Bien. Et les téléspectateurs ne sont pas les Aïrois. J'aimerais bien, parce qu'on approche vraiment de la fin, un mot sur le fédéralisme, parce que vous me définissez comme fédéraliste. Est-ce que dans la bouche d'un Katangais, si je peux utiliser cette expression, de quelqu'un du Chabat, c'est pas toujours un peu suspect le fédéralisme? Monsieur Bastin. Personne n'a oublié la sécession. Il y a 30 ans qu'il y a eu sécession. Et je ne cesse de le dire, la sécession a été une déviation. Ce n'est pas une chose défendable. Mais le fédéralisme n'est pas sécession. Vous le savez très bien. C'est une structure politique qui existe dans d'autres pays, et ici, qui correspond tout à fait aux réalités aïroises, parce que pendant 25 ans, nous avons eu un jacobinisme à outrance, c'est-à-dire des décisions prises à partir de Kinshasa, et vous voyez les conséquences. Il y a des régions qui sont complètement ignorées, des agglomérations où l'aspirine n'existe pas. Donc il faut le développement à partir des communautés de base et harmoniser la vie entre les ethnies, entre les tribus, etc., créer une stimulation à partir des entités de base. Je crois qu'on je voudrais vous dire, M. Bastin, si vous permettez... Bientôt, j'aimerais bien voir l'avis de M. Tshisekedi sur ce thème du fédéralisme. Vous nous avez un peu acquis aux idées fédérales. Je dis une phrase, M. Bastin, et je termine. Je n'ai pas de complexe d'être Katangais. Je suis fier d'être Katangais et je suis fier d'être Zaïrois. Et vous, vous êtes fier d'être Moulouba? On est toujours ce qu'on est. Le fédéralisme, sachez que dans notre projet de société, nous le proclamons. Mais je dois vous ajouter immédiatement que j'ai peur des mots. Je me méfie des mots. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu de ces mots-là. Dans le cadre de notre fédéralisme, nous avons notre but, c'est quoi? C'est de rapprocher le plus possible le pouvoir du peuple. Et c'est comme ça que nous utilisons les mots de décentralisation, les mots que le MPR nous a volés de notre lettre ouverte de 1980 et qu'il a en quelque sorte prostitué. Ce mot décentralisation sera le mot de la fin, en l'occurrence. Il faut croire qu'au Zaïre aujourd'hui, il n'y a plus que les Lumumbistes peut-être pour croire encore à un État national et extrêmement centralisé. On se reverra peut-être, messieurs, dans quelques mois. Merci d'être venus. Merci à vous de votre attention. Dans quelques instants, le journal présenté par Françoise Voix. Le roi mystère. Bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce premier numéro d'un nouveau magazine qui, autant le dire tout de suite, s'inscrit résolument dans une longue tradition du reportage à la RTBF qui, en remontant le temps, nous mènerait de cet avoir à 9 millions. Plein cadre, ce titre nouveau indique cependant un changement. Pourquoi ? Eh bien parce que les temps changent naturellement et que la manière de faire face à l'actualité a beaucoup évolué ces temps-ci en télévision et particulièrement dans les journaux télévisés. La technique permet désormais de dire plus vite ce qui se passe, de donner à voir et à entendre beaucoup plus largement, mais parfois, au passage, brime un peu, il faut bien le reconnaître, le temps normalement réservé à la réflexion.
Il faut donc tenir compte de cette évolution. Et c'est pourquoi la RTBF vous offre désormais, vous le savez bien, une nouvelle émission du journal télévisé tous les jours à 13 h. Et c'est pourquoi encore, au moindre événement sortant de l'ordinaire, les éditions spéciales du journal envahissent l'antenne. Et donc, dans le prolongement de cette action nécessaire, Plein Cadre sera l'émission qui vous apportera les réponses aux questions nées du quotidien et approfondira les grands problèmes rencontrés au long de nos chroniques. Pour ce faire, au cours de cette saison, nous allons privilégier un certain nombre d'axes qui nous intéressent au premier chef. Il y aura l'Est européen, bien sûr, où la déliquescence du communisme fait ressurgir des nationalismes parfois hasardeux. Il y a le Proche-Orient, où la paix semble décidément introuvable. Il y a l'Afrique, une certaine Afrique, sorte de prolongement naturel de l'Europe, où le pain quotidien est un problème. Et il y aura, bien sûr, la Belgique, où nous serons à l'écoute des grands problèmes de cette dernière décennie du siècle. Ce soir, précisément, 2 temps d'arrêt, le Zaïre et l'agriculture en Wallonie. Le Zaïre, tout d'abord, à lui tout seul un continent, 80 fois la Belgique, un pays problématique, un président contesté, une interminable palabre à Kinshasa censée découvrir les voies et moyens d'un ordre acceptable par le plus grand nombre, et dans le même temps, pour ce plus grand nombre, les inextricables problèmes de la vie quotidienne, où le simple fait de manger à sa faim est le plus souvent un rêve impossible. Frédéric François et Isabelle Christians ont voulu savoir précisément ce que les gens disent. Les gens, c'est-à-dire les Zaïrois ordinaires, pas ceux de la grande ville. Ceux que l'on rencontre, par exemple, sur cette fameuse route qui mène de Kinshasa à Matadi. Un petit coup d'œil sur la carte pour préciser ce dont on parle. Nous sommes donc dans le Bas-Zaïre, entre la ville tentaculaire, Kinshasa, et le port de Matadi. Là, il y a une route et une ligne de chemin de fer par où passe l'essentiel de l'importation et de l'exportation du pays. Notre équipe a donc emprunté cette voie, et c'est à noter, elle a filmé comme elle voulait, tout ce qu'elle voulait, et interrogé sans aucune restriction qui voulait bien parler.